Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous renseigner sur les enjeux de la transition énergétique et climatique. Avec cette présentation, j'ai tenté de former une vision d'ensemble pour que chacun puisse se rendre compte des interconnexions entre les différents domaines et ainsi nourrir une réflexion plus solide sur le sujet. Je me suis basé sur des données disponibles publiquement et j'ai tenté d'être le plus objectif possible. Le contenu est très dense et il a fallu tailler à la serpe pour élaguer au maximum et rendre cela le plus digeste possible. Aussi, vous trouverez dans la description de la vidéo un menu vous permettant de passer d'une thématique à l'autre selon votre bon vouloir. Tout d'abord, pourquoi réfléchir sur un horizon de 30 ans? D'une part, car il est plus facile de s'imaginer un monde pas trop éloigné du nôtre, mais aussi surtout car c'est dans les prochaines décennies que l'avenir de l'humanité va se jouer. Le gouvernement français s'est engagé avec la stratégie nationale bas carbone d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela veut dire que l'ensemble des habitants en France ne pourront pas émettre plus que ce que l'environnement ne pourra absorber, afin de n'avoir aucune émission nette de gaz à effet de serre. Mais avant de nous plonger sur la partie climat, commençons par analyser ce qu'est l'énergie. L'énergie est une capacité à transformer un environnement. Sans énergie, le monde serait inerte. Le premier principe de la thermodynamique nous enseigne que l'énergie ne se crée pas. Elle ne fait que subir des transformations. Produire de l'énergie est un abus de langage. Nous devrions dire plutôt que nous transformons de l'énergie. Depuis le Big Bang, la quantité d'énergie présente dans l'univers n'a pas augmenté. Seule change la qualité de ce stock. Le principe d'entropie agit sur la qualité de ce stock, en dégradant l'énergie disponible. Pour bien comprendre le principe d'entropie, imaginez que vous avez passé 3 heures à ranger la chambre de votre enfant. Regardez ensuite l'état de cette chambre après que votre enfant ait passé 1 heure dedans. Votre enfant est un facteur d'entropie. Il déstructure l'ordre établi et le pire, c'est qu'il le fait à un rythme beaucoup plus rapide que vous qui rangez. Bon, maintenant regardons le cas du pétrole. Nous avons un stock qui a mis des millions d'années à se constituer au fil des transformations successives. Nous brûlons ce pétrole en 2 temps 3 mouvements, et il faudra à nouveau des millions d'années avant que le carbone revienne dans le même état que là où nous l'avons trouvé. Autrement dit, à la même qualité. En plus de dégrader l'énergie, les transformations induisent des pertes liées au processus technique. Le rendement de transformation n'est donc jamais de 100%. Et au fil des étapes, nous allons perdre une quantité d'énergie qui ne sera pas mobilisée dans le service final. Les rendements sont très disparates et peuvent aller de 90% d'énergie conservée lors de la transformation en électricité de l'énergie hydraulique au sein d'un barrage à 10% pour certains panneaux photovoltaïques un peu vieux ou mal exposés. On verra qu'un des gros enjeux est justement d'améliorer constamment les processus techniques afin de réduire les pertes. Mais malheureusement, on bute sur des contraintes physiques qui font qu'il est impossible, au-delà de certains seuils, d'améliorer les rendements. Le corps humain dégage comme énergie 100 watts par heure quand il est au repos. C'est autant qu'une ampoule à incandescence de 100 watts. D'où le fait que l'on sue à grosses gouttes quand on est dans un endroit confiné avec beaucoup de personnes. Les 2,4 kW mobilisés sur une journée permettent au corps de maintenir sa température à 37 degrés et quelques. Si nous produisons un effort physique, notre corps va dégager une quantité d'énergie supplémentaire. Par exemple, si l'on pédalait 8 heures par jour sur un vélo relié à un alternateur, on produirait une quantité d'énergie égale à 0,5 kWh. Dites-vous que produire un effort équivalent avec les bras représente 10 fois moins d'énergie produite, soit 0,05 kWh. Si on reste sur l'idée qu'un cycliste fournit 0,5 kWh en 8 heures, il lui faut pédaler 192 heures pour produire 12 kWh. À côté de lui, nous avons un bidon d'essence d'1,25 litre qui contient la même quantité d'énergie. Comparons donc le coût du service énergétique rendu. 1,80 € pour le bidon, contre 2 000 € pour le cycliste au SMIC horaire brut. Le secret du développement humain est là. Il repose dans le fait que les énergies fossiles sont très concentrées. On va faire une expérience de pensée et imaginer qu'il n'existe aucun autre moyen de fournir de l'énergie autre que nos pédaleurs professionnels. On va tenter de trouver combien de pédaleurs nous aurions besoin pour assurer la production d'énergie dont ont besoin nos sociétés actuelles. Voilà le concept de l'esclave énergétique. Le nombre de personnes à votre charge pour que vous puissiez vivre comme vous le faites aujourd'hui. L'humain moyen possède 200 pédaleurs à son compte. Pour un Français, on tourne aux alentours de 400 cyclistes. Et si l'on devait produire avec ce système l'énergie consommée mondialement, il faudrait la somme rondelette de 1400 milliards de cyclistes. On a un petit peu tendance à oublier comment vivaient la majorité des gens avant la révolution industrielle. Avant 1850, vous avez 75% de la population qui est paysanne.
La productivité agricole n'est pas franchement performante, et un agriculteur fait vivre une personne et demie. On fait un petit saut dans le présent, et grâce aux tracteurs et les engrais de synthèse, merci les énergies fossiles, nous avons 2% de la population qui travaille dans le secteur agricole, et un agriculteur français fait vivre 60 personnes. Certaines fermes industrielles peuvent même nourrir jusqu'à 4000 personnes. Donc, où sont allés travailler tous ces gens qui ne sont plus dans les champs ? Eh bien, dans les secteurs moins essentiels, dans l'industrie dans un premier temps, puis dans les services. Car quand on passe beaucoup moins de temps dans les activités de subsistance grâce aux machines qui utilisent de l'énergie condensée, eh bien on a plus de temps pour les activités annexes, la santé, l'éducation, la science et les loisirs. L'espérance de vie passe d'ailleurs de 30 à plus de 75 ans aujourd'hui. Et autre signe positif, les forêts recommencent à s'étendre en passant de 15% du territoire français à 25% de nos jours. Merci le charbon, car on n'est plus obligé de couper des arbres pour se chauffer, pour cuisiner ou pour faire fonctionner les forges. Enfin, dans beaucoup de pays peu développés, on y est encore. Donc, avant les énergies fossiles, on est 100% renouvelable. L'humain utilise sa force et celle de l'animal, mais aussi l'énergie du vent avec les bateaux à voile ou les moulins qui fonctionnent à l'air ou à l'eau, ou bien l'énergie solaire stockée dans la biomasse. Le progrès technique et le développement des activités tertiaires a été permis grâce à l'exploitation toujours plus grande des énergies fossiles. Et on sait que ces énergies sont en passe de devenir moins accessibles à cause de l'épuisement des ressources et de la contrainte des émissions de gaz à effet de serre. Cela pose la question de savoir si nous allons pouvoir continuer de faire travailler autant de gens dans des bureaux et si nous n'allons pas observer une tendance inverse avec, à nouveau, une part de plus en plus importante de travailleurs dans l'agriculture, par exemple. La transition énergétique, lors de la révolution industrielle, s'opère de la même façon dans chaque pays développé, mais à des moments différents. Entre l'Allemagne à gauche et la France à droite, vous repérez un schéma équivalent. Les énergies biomécaniques et la biomasse sont supplantées par l'arrivée du charbon. Puis, on exploite le pétrole et ensuite le gaz. L'électricité, on va le voir par la suite, est un vecteur énergétique qui peut être généré par différentes sources. Et dans les années 70, avec l'arrivée du nucléaire, elle commence à prendre une part de plus en plus importante dans nos sociétés. Ces graphiques nous renseignent sur l'ordre d'arrivée et la part de chaque ressource dans le mix énergétique du pays, mais ne nous disent rien de la quantité utilisée. Ils laissent même entrevoir l'idée que la plupart des gens partagent, que les énergies se sont substituées les unes par rapport aux autres au fur et à mesure de leur découverte. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Depuis les années 1800, nous n'avons cessé d'extraire et de convertir de plus en plus d'énergie. En 2017, nous consommions 12 fois la quantité d'énergie que l'on consommait en 1850. Sur ce graphique, on peut constater que les différentes énergies, loin de se remplacer, se sont empilées les unes par-dessus les autres, chaque énergie étant de plus en plus exploitée. Deux choses à retenir sur cette image. Premièrement, les ressources fossiles constituent 87% de notre mix énergétique, et les nouvelles énergies renouvelables dont on parle tant, seulement 1,4%. Deuxièmement, nous devons d'ici 30 ans remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. Autant vous dire de suite qu'on a du pain sur la planche. Disposer de plus d'énergie, on l'a vu, c'est surtout faire fonctionner plus de machines qui vont pouvoir faire les basses besognes à notre place. Cette mécanisation a permis des gains de productivité énormes et la population mondiale a augmenté de façon exponentielle, pour passer de 1 milliard en 1800 à 7,7 milliards en 2019. Le PIB par habitant est un indicateur économique. C'est la richesse nationale produite sur une année divisée par le nombre d'habitants du pays. Ici, au Royaume-Uni, on remarque sa progression fulgurante. Et une fois les besoins de première nécessité comblés, la consommation des ménages s'est reportée sur des biens et services moins essentiels, mais tout aussi rentables. Le point commun de ces deux courbes est le fait qu'elles progressent de façon exponentielle. Et une très bonne métaphore pour illustrer ça se trouve dans la parabole du nénuphar. Imaginez un nénuphar qui grossit de jour en jour. Le premier jour, il occupe une toute petite partie de la mare, puis au 30e jour, la totalité. La question est, au bout de combien de jours occupe-t-il la moitié de la surface ? Eh bien, les gens raisonnent en croissance linéaire habituellement, donc ils répondent 15 jours. Sauf qu'en croissance exponentielle, il occupe la moitié de la mare le 29e jour, et il lui faudra à peine un jour pour doubler sa surface. Mais la mare est un espace fini, tout comme la Terre. Aussi, une croissance exponentielle ne peut pas durer longtemps. C'est déjà le cas pour la démographie et la croissance économique qui stagne dans les pays développés depuis un bon moment.
En parlant de stagnation, il ne faut pas croire que la vie soit un long fleuve tranquille pour la consommation d'énergie. Et il y a 3 temps dans l'histoire récente qui ont infléchi la progression constante de la consommation. En 1973, suite à la guerre de Kippour, l'OPEP décide un embargo qui va restreindre fortement l'approvisionnement en pétrole des économies développées. C'est la première fois que le robinet se ferme. Les cyclistes roulent sur l'autoroute et les pays importateurs votent des lois obligeant des économies d'énergie sévères. C'est aussi le début de l'exploitation de l'énergie nucléaire qui vise à atténuer la dépendance énergétique des pays non producteurs. En 1979, la révolution iranienne et la guerre Iran-Irak vient à nouveau mettre le marché du pétrole sous tension. En 2008, le baril atteint un sommet à 147 $ au lieu de 40 aujourd'hui. La crise des subprimes met à genoux l'économie mondiale et l'Agence internationale reconnaît que la date marque le pic du pétrole conventionnel. À partir de cette date, le pétrole standard ne connaîtra qu'une baisse de production. Si l'on avait un graphique dont la durée s'étendait jusqu'aux prochaines années, nous verrions un 4e événement historique, celui de cette année avec la crise du Covid, une période où les investisseurs ont préféré se débarrasser de leur stock de pétrole en payant les acheteurs, plutôt que de recevoir la cargaison et ne pas savoir qu'en faire. Un phénomène de prix négatif sur le marché qui pointe une aberration de plus du système. Autre exponentielle beaucoup plus en vogue ces temps-ci, celle des nouvelles énergies renouvelables. Vous savez, le tout petit morceau de la courbe de tout à l'heure. Alors, vu comme ça en jette. On se dit que ça se développe à toute vitesse et que la transition énergétique est en bonne voie. Sauf que la vraie courbe, vous la connaissez maintenant, et vous savez que ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Donc, quand on parle d'énergie renouvelable, on pense généralement solaire et éolien. Rajoutez la biomasse et vous aurez effectivement fait le tour des sources les plus importantes, le reste étant plus que marginal. Sans trop rentrer dans les détails, le solaire, ça n'a pas un rendement de fou. Si vous êtes dans de bonnes conditions d'exposition, seulement 20% des rayons lumineux sont convertis en électricité. Ça prend beaucoup de place et rentre du coup en concurrence avec d'autres usages des sols. Et il faut renouveler l'infrastructure tous les 20 ans. L'éolien, c'est plus performant, c'est pourquoi c'est mieux développé que le solaire. Un rendement théorique de près de 45%, mais une répartition des vents plus régulière sur les côtes et en mer. C'est pourquoi le développement de l'éolien se fait de plus en plus en mer plutôt que sur terre, car il y rencontre encore pas mal de résistance auprès des riverains. La biomasse, c'est renouvelable dès le moment où le carbone que vous brûlez est stocké par les autres arbres qui repoussent. Or, on sait que les forêts subissent une pression de plus en plus forte car l'usage du bois est de plus en plus courant, ce qui incite les gestionnaires à planter des monocultures intensives de résineux, boostés aux engrais chimiques qui sont loin de rendre un service équivalent à ce que fournirait une forêt primaire. La Chine, bien souvent la cible d'attaques sur la pollution qu'engendre son économie, reste toutefois le premier investisseur en énergie renouvelable, avec 45% des investissements consentis dans le monde en 2018. Soit plus que la totalité des sommes investies par les pays riches la même année. Sur ces deux graphiques, on peut voir l'évolution du mix énergétique mondial en 40 ans. Rappelez-vous qu'en 1972 sort le rapport Meadows du Club de Rome qui appelle les pays riches à freiner considérablement la croissance de leurs économies sous peine de faire face à un effondrement à cause de la raréfaction des énergies fossiles. On s'attend donc à observer un changement dans l'approvisionnement énergétique mondial au cours de cette période, mais en fait pas du tout. Les économies restent dopées aux énergies fossiles qui baissent sur cette période de 5%, la baisse étant compensée par une hausse de 4% du nucléaire et de 1% des énergies renouvelables. La production, loin de diminuer, va plus que doubler sur la période. Le charbon, qui est une énergie domestique et très polluante, semble continuer de croître, mais depuis quelques années on constate des fluctuations à la baisse, puis à la hausse, ce qui rend les prévisions sur son développement un peu incertaines. Cela reste une ressource encore très utilisée et abondante, mais dont l'empreinte carbone très négative incite les économies développées à fermer progressivement leurs centrales thermiques de ce type. Le charbon reste une énergie convoitée et il semble peu probable que les pays détenant de grosses réserves décident de se priver de cette manne. Un article du Monde, en date du 18 juillet 2020, cite d'ailleurs la décision du gouvernement indien de mettre aux enchères 41 gisements de charbon pour inciter les entreprises privées à investir dans la filière et assurer l'indépendance énergétique du pays. Le pétrole, comme on l'a vu, voit sa production baisser. Et après le pic de 2008 du brut conventionnel, il se pourrait bien que le pic du pétrole de schiste soit en train de se passer. Le pétrole est l'énergie la plus condensée et la plus échangée au monde, et il est fort à parier que sa diminution va mettre à rude épreuve les échanges internationaux. Le gaz va devoir compenser en grande partie la baisse de production du pétrole.
Or, cette énergie est beaucoup moins flexible car elle repose sur des infrastructures d'acheminement assez lourdes, soit des pipelines qui traversent plusieurs pays, soit des centres de liquéfaction très coûteux. N'oublions pas que la biomasse classique est encore une énergie très utilisée dans les pays en développement, et que son utilisation est pour l'instant source de déforestation. Cette fois, la comparaison porte sur la même période mais analyse la consommation d'énergie finale, c'est-à-dire la production primaire moins les pertes de transformation. On remarque les mêmes tendances d'évolution, sauf qu'ici le charbon décroît. En fait, c'est plutôt l'utilisation du charbon dans des procédés autres que la génération d'électricité qui décroît. L'électricité, elle, progresse de 10%. Et elle va continuer dans les 30 prochaines années à progresser significativement car c'est un vecteur énergétique qui va servir à de multiples usages, à la fois domestiques et industriels. Bien que les convertisseurs électriques comme les éoliennes et les panneaux photovoltaïques soient amenés à jouer un plus grand rôle, ils ne représentent qu'une faible part en moyenne mondiale dans la génération de l'électricité. Le mix électrique mondial est dominé depuis 40 ans par le charbon qui fournit encore 40% de l'électricité consommée. Le fioul, quant à lui, voit sa part de marché fortement réduite au bénéfice du gaz naturel. Gardez en tête que ces valeurs sont relatives et qu'une baisse en pourcentage ne signifie pas forcément une baisse en volume absolu. Regardons maintenant ce qui se passe à l'échelle des grandes régions du monde vis-à-vis de la consommation d'énergie. Les différences que l'on peut observer sont un reflet des capacités de chaque zone à produire un type d'énergie. Plus l'énergie consommée est abondante et plus on peut considérer que la zone est productrice de ce type de ressources. L'Amérique du Nord est un grand producteur historique d'hydrocarbures qui s'est reconverti dans les pétroles et gaz non conventionnels. Elle est, après l'Europe, la deuxième région qui utilise le plus l'énergie atomique. L'Amérique centrale et du Sud, avec son relief très marqué, bénéficie de hauteurs de chute qui rendent l'utilisation hydroélectrique optimale. L'Europe, avec ses climats et reliefs variés, a diversifié ses ressources mais reste encore très dépendante de l'importation de pétrole et de gaz. Bien que ce soit la région où les renouvelables sont le plus développés, celle-ci reste encore bien en retrait par rapport au charbon. Les anciens pays de l'ex-URSS carburent au gaz essentiellement et nous fournissent allègrement. Le Moyen-Orient, sans surprise, repose quasi exclusivement sur le pétrole et le gaz. Reste l'Afrique qui semble adopter un profil de consommation qu'avait l'Europe il y a 40 ans. On a vu qui consommait quoi et quelle quantité d'énergie était consommée dans le monde. Reste donc à savoir qui consomme le plus. Pour répondre à cette question, il faut savoir qui fabrique le plus. Et c'est donc sans surprise que l'on voit la hausse continue de la consommation asiatique, celle-ci étant tirée principalement par la Chine et qui prend le dessus progressivement sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Le basculement s'opère dès les années 70 et s'accélère dans les années 90 avec la délocalisation du tissu industriel occidental. Donc la réponse à la question de savoir pourquoi le monde carbure autant au charbon, eh bien c'est parce que la Chine fabrique nos biens de consommation avec l'énergie dont elle dispose le plus. Attardons-nous un peu sur le mix énergétique de notre pays, car la plupart des Français pensent que nous utilisons en majorité du nucléaire. Le nucléaire en réalité représente 41% de notre énergie primaire consommée. Les énergies fossiles, elles, près de la moitié. Cependant, tout comme la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon, la collision d'atomes va engendrer une énergie qui sera pour beaucoup dissipée sous forme de chaleur. Ce processus de transformation va causer des pertes importantes et le 41% d'énergie primaire va devenir 19% de l'énergie finale consommée sous forme électrique. Et oui, car le nucléaire fournit environ 75% de l'électricité consommée en France. On peut donc dire que la France se repose avant tout sur le pétrole et le gaz, plus que sur le nucléaire, car ces deux ressources fossiles s'élèvent à 62% de l'énergie finale consommée chez nous. Voilà, après avoir fait le tour de la question énergétique, nous allons voir au sein de ce chapitre quels impacts ont nos modes de vie actuels sur l'environnement. L'indicateur le plus connu pour mesurer nos impacts est la mesure de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le CO2 est le gaz à effet de serre le plus présent dans notre atmosphère après la vapeur d'eau. Mais l'activité humaine influence très peu celle-ci, contrairement au CO2 qui, comme on le voit sur ce graphique, subit une concentration très marquée à partir de la révolution industrielle. Le gaz à effet de serre, comme son nom l'indique, vient piéger le rayonnement solaire comme dans une serre et va le faire rebondir vers la surface terrestre au lieu de le laisser s'échapper dans l'espace. Ceci provoque un réchauffement des températures moyennes, ce qui va perturber en retour les équilibres naturels. On ne se rend pas vraiment compte de l'impact que représente une hausse de 4 degrés de la température moyenne. Mais imaginez qu'une baisse de 4 points de la moyenne d'un enfant dans une classe
aura un impact beaucoup plus faible qu'une baisse de 4 points de la moyenne générale. Et le mieux pour se rendre compte de cela, c'est de visualiser ce qu'était l'Europe il y a 20 000 ans. On le voit sur cette courbe, la moyenne était de 4 degrés inférieure à aujourd'hui. Si l'on compare le point le plus haut de la zone bleue à droite et le point le plus bas de la zone verte à gauche. Il y a donc 20 000 ans, avec 4 degrés de moins, Paris était sous une épaisse couche de glace avec le climat de la Sibérie actuelle, et le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Cette courbe retrace l'évolution de la température moyenne et nous renseigne sur 2 autres points. Le premier est que la température moyenne varie naturellement, mais sur un temps très long. Le second est que, depuis la révolution industrielle, la température a augmenté d'1 degré sur un temps très rapide, et l'extrapolation de cette tendance, représentée en orange, situe un réchauffement de plusieurs degrés d'ici 2100. Jamais la Terre n'a eu à faire face à un changement aussi soudain, et beaucoup d'écosystèmes et espèces seront incapables d'évoluer aussi rapidement pour survivre à ce bouleversement. Si on devait illustrer l'expression « foncer dans le mur », je pense que l'on ne pourrait pas faire mieux qu'avec ce graphique. En plus de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, d'autres gaz émis par les activités humaines sont relâchés dans l'atmosphère. La grande difficulté est d'arriver à combiner l'ensemble au sein d'un indicateur qui est le CO2 équivalent. On va donc effectuer le même processus qu'avec l'unité de tonne équivalent de pétrole, à savoir utiliser le dioxyde de carbone comme étalon et comparer le pouvoir de réchauffement des autres gaz par rapport à lui. Mais comme rien n'est vraiment simple, les gaz ont une durée de vie dans l'atmosphère différente les uns des autres. C'est pourquoi il va falloir décider d'une durée sur laquelle on va mesurer ces différents gaz à effet de serre. En partant du principe que le CO2 est toujours égal à 1, on va le comparer par exemple au méthane, qui est un gaz beaucoup moins persistant. Le méthane va rester en moyenne 12 ans dans l'atmosphère, alors que le CO2 va rester, lui, 100 ans. Ce qui fait que si l'on regarde le potentiel de réchauffement du méthane sur 20 ans, ce gaz sera responsable de 42% des émissions de gaz à effet de serre, contre 52% pour le CO2. Par contre, si on prend une échelle de temps beaucoup plus longue, alors il n'est responsable plus que de 20% des émissions, contre 73% pour le CO2. On touche avec ces indicateurs d'analyse à un point difficile à faire comprendre. Mais si vous voulez lutter rapidement contre les gaz à effet de serre les plus nocifs, alors vous aurez intérêt à lutter plus contre les émissions de méthane qui sont entre 72 et 25 fois plus importantes que le CO2. C'est d'ailleurs pour cela que le gaz qui s'échappait des torchères situées sur les sites d'extraction de pétrole est maintenant brûlé au lieu d'être rejeté tel quel dans l'atmosphère, car le CO2 est moins polluant que le méthane. Les experts scientifiques sur le climat regroupés au sein du GIEC ont élaboré plusieurs scénarios possibles décrivant les trajectoires de réchauffement que la Terre pourrait subir. Sans grande surprise, plus la quantité de gaz à effet de serre est importante dans l'atmosphère, plus le réchauffement sera important. Autant vous dire directement que le scénario de limitation à 1,5 degré est hors d'atteinte. Il faudrait arriver à stopper net toutes les émissions pour avoir une chance d'y arriver, car l'inertie climatique va créer un décalage de 20 à 40 ans entre les actes et les conséquences sur le climat. Il faudrait arriver à séquestrer de 10 à 15 gigatonnes de carbone par an en utilisant de la biomasse réellement renouvelable pour rendre le procédé soustractif. Car le but de cette manœuvre est de capter du CO2 et l'enfermer dans un réservoir géologique, comme par exemple un ancien site d'extraction, en considérant que le CO2 émis lors de la combustion de la biomasse sera capté ensuite par les végétaux replantés. Le scénario des 2 degrés semble tout aussi inatteignable, car les engagements signés lors des accords de Paris situent un réchauffement entre 2 et 3 degrés. Le pire étant que ces engagements ne sont même pas encore tenus et orientent la trajectoire vers un réchauffement de 3 à 4 degrés. Un bon moyen pour visualiser ce que représente une baisse de 4% par an des émissions mondiales nécessaires pour atteindre l'objectif de 2 degrés de hausse est de savoir que c'est approximativement la baisse que l'on devrait observer en 2020 avec l'épidémie du Covid-19. Il faudrait donc que chaque année nous subissions un Covid pour atteindre de façon involontaire l'objectif fixé. Le pire des scénarios envisagés par le GIEC est l'option « tout le monde s'en fout » et on continue de faire comme si de rien n'était avec à la clé un réchauffement de 4 à 5 degrés. Ce scénario a été revu à la hausse par plusieurs instituts français qui prédisent une augmentation de 6 à 7 degrés si l'on cherche à extraire toutes les ressources fossiles disponibles. Il faut toutefois apporter un bémol à ce type de scénario extrême car la raréfaction des ressources bon marché et les boucles de rétroaction négative telles que la fonte du permafrost risquent de rendre impossible une croissance mondiale qui permettrait de développer les économies de la sorte, et donc d'aller chercher les ressources les plus difficiles à extraire.
Il y a fort à parier que les crises à venir vont plutôt freiner la croissance mondiale et limiter de force le réchauffement climatique. Mais attention, si un réchauffement de 5 à 7 degrés en 2100 semble difficile à envisager, un réchauffement même de 2 à 3 degrés peut avoir des conséquences terribles. Afin de rendre plus tangible la perception du réchauffement climatique, des journalistes du Guardian en 2019 ont dessiné une carte de ce que serait le monde en 2100 avec 4 degrés de moyenne en plus. Ils ont épluché les risques pointés par les scientifiques et compilé ces données pour nous livrer l'état des lieux suivant. La zone équatoriale sera inhabitable à cause des fortes chaleurs et d'une humidité proche de 100%. Le corps, incapable de réguler sa température grâce à la transpiration, ne peut survivre plus de quelques heures dans ce type de climat. Les parties en jaune deviendront des zones arides où le manque d'eau à cause de la fonte des grands glaciers ne viendra plus irriguer les plaines. Les terres seront soumises à une désertification car la végétation, incapable de survivre dans de telles conditions, ne pourra plus retenir les éléments fertiles. Ce lessivage des sols va rendre la terre stérile et forcera les humains à migrer dans les zones polaires actuelles qui seront devenues un nouvel Eldorado où la végétation et la faune la plus mobile aura trouvé refuge. Si cela venait à se passer, il est clair que l'espèce humaine en serait à un stade de survie et que la population mondiale aura fortement diminué. Citons quelques risques majeurs auxquels l'humanité devra se confronter de plus en plus d'ici quelques décennies. Les migrations climatiques. On parle du cas de la guerre en Syrie comme ayant été déclenchée par une sécheresse en 2011. Même si l'on sait que cet événement n'a pas été le seul facteur de cette déstabilisation géopolitique, il a assurément contribué fortement à l'émergence de ce conflit. La baisse des récoltes a entraîné les ruraux vers les villes afin d'y trouver du travail, ce qui a fait augmenter la demande en biens de première nécessité, mais aussi les prix des loyers. Le chômage à la hausse et l'incapacité du gouvernement à gérer la crise alimentaire ont déclenché la révolte et mené sur les routes 4 millions de réfugiés. Quand on voit comment l'Europe s'est divisée au sujet de l'accueil de ces réfugiés, on peut avoir de sérieux doutes quant à sa capacité à faire face à l'afflux de dizaines voire de centaines de millions de réfugiés climatiques dans les prochaines années. Une baisse des rendements agricoles. Un climat humide et chaud favorise l'apparition de nouvelles maladies. Les plantes cultivées sur les sols de plus en plus pauvres perdent de leur capacité à lutter efficacement contre de nouveaux prédateurs, de plus en plus résistants, eux, aux traitements chimiques. Une augmentation des maladies. La destruction des écosystèmes oblige de plus en plus d'espèces à cohabiter très près de l'homme. Certains animaux porteurs de germes transmettent ces maladies aux hommes, qui les diffusent très rapidement via les déplacements internationaux. On sait aussi que quand l'eau du Pacifique Est se réchauffe, on observe une augmentation des cas de choléra au Bangladesh. Et l'on évoque aussi le cas d'agents pathogènes libérés dans l'atmosphère avec la fonte du permafrost. Une perte massive de la biodiversité, une banalisation des phénomènes climatiques jugés extrêmes aujourd'hui, une montée des eaux qui concernerait près de 300 millions de personnes habitant sur les côtes et victimes d'inondations temporaires ou permanentes. Vous voyez sur cette carte quels sont les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Plus la zone est rouge, plus les émissions sont importantes. On ne s'étonnera pas de voir que les plus pollueurs sont les pays développés, mais aussi les pays producteurs d'énergie fossile. Le cas du Qatar est assez emblématique, car avec une moyenne de 37 tonnes par habitant en 2017, contre 16 tonnes pour le Canada ou les USA, on peut imaginer que les habitants soient particulièrement dispendieux. Cependant, il faut comprendre que ce calcul est mené par rapport aux émissions produites sur le sol national, et la majorité du pétrole ou gaz qatari est destinée à l'exportation. Il semble donc plus juste de comparer les émissions entre pays, non pas en inventaire national, comme vous le trouverez le plus souvent dans la presse, mais en empreinte carbone. La différence entre les deux méthodes de calcul réside dans le périmètre d'analyse. Dites-vous que l'inventaire national va s'attacher à regarder les émissions du chauffeur de taxi, alors que l'empreinte carbone va regarder les émissions du passager. Est-ce qu'il est plus pertinent de regarder la production ou bien la consommation ? Les deux approches peuvent être complémentaires, mais pour éveiller les consciences, rien de tel que de se focaliser sur la consommation. Aussi, on constatera un gros écart entre l'inventaire national français qui fixe à 5 tonnes les émissions de chaque habitant du pays, contre 11,2 tonnes en empreinte carbone si l'on prend en compte les émissions générées par la fabrication des produits consommés par les Français. Donc, plus de la moitié des émissions d'un Français sont faites ailleurs qu'en France quand il consomme un bien ou un service. N'oublions pas que le nombre fait la quantité aussi.
et qu'un pays fortement peuplé avec des émissions faibles peut avoir un gros impact sur le climat même avec une petite hausse. En inventaire national, l'Inde est à 2 tonnes par habitant contre 5 tonnes en France, mais les émissions globales du pays sont à 2,6 milliards contre 335 millions pour la France. Sur ce graphique, vous pouvez voir la répartition des émissions mondiales en 2018. On constate que le poids de l'Europe dans les émissions est assez faible, 10%, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive chez nous, cela ne va pas changer radicalement les ordres de grandeur. La Chine et les USA réunis pèsent par contre, eux, 45% des émissions. Cela fait de ces deux pays des acteurs majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour autant, les États-Unis seront sortis officiellement de l'accord de Paris le 4 novembre 2020 si les républicains gagnent à nouveau les élections, et la Chine, quant à elle, n'a signé aucun engagement avec contrainte, si ce n'est un engagement sur l'honneur d'atteindre son pic d'émissions en 2030. Il est communément admis que le développement est un des critères fondamentaux pour toute société civilisée. Certains pensent même qu'il est possible à une société de croître économiquement sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le découplage. Pour autant, si on observe, il est vrai des zones où un découplage s'opère entre la croissance et les émissions de CO2, c'est en partie lié au fait que les activités émettrices ont été délocalisées dans d'autres zones et que l'on comptabilise les émissions en inventaire national. Le terme de développement durable est d'ailleurs souvent attaqué par les partisans de la décroissance, car ils estiment qu'on ne peut se développer de façon durable sans avoir un impact de plus en plus négatif sur notre écosystème. Et toute gestion raisonnée devrait d'après eux envisager une réduction, ou du moins une stagnation de notre développement une fois nos besoins de base assouvis. Nous voyons une illustration de cette contradiction dans les termes qui met en avant le fait que plus un pays se développe, plus il a une prédation forte sur l'écosystème. L'indice de développement humain qui est utilisé ici compile 3 sous-indicateurs. Le PIB par tête, qui est en gros le niveau de richesse monétaire moyen du pays, l'espérance de vie à la naissance et le taux de scolarisation. Plus l'IDH s'approche de 1 et plus le pays est considéré comme développé. L'autre indicateur du graphique est l'empreinte écologique. Cela mesure la quantité de surface bioproductive, terrestre et maritime, nécessaire pour le mode de vie du pays. C'est grâce à cet indicateur que vous savez qu'il nous faudrait 5 planètes à disposition si tout le monde vivait comme un Américain. Donc, l'idéal serait que tous les pays se trouvent dans le rectangle en bas à droite avec un IDH élevé et une empreinte écologique faible. Or, ce que l'on tend à observer, c'est que plus le pays se développe et plus son empreinte écologique va augmenter. Et même si certains pays sont plus vertueux que d'autres, aucun n'arrive à tenir dans le rectangle visé. En 1993, un économiste japonais du nom de Kaya va élaborer une équation qui va porter son nom et qui met en relation le niveau des émissions de CO2 avec 4 autres facteurs. Cette équation se décompose de la sorte. Le niveau des émissions est déterminé par le nombre de personnes habitant sur Terre, la richesse de chaque individu, la quantité d'énergie utilisée pour le fonctionnement de l'économie et la quantité de gaz à effet de serre relâchée par l'énergie consommée. Pour maintenir vraie cette équation, il faut que l'égalité soit respectée. Et donc, si l'on veut diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport au niveau de 2010 afin de limiter la hausse à 2 degrés, alors il faut baisser d'autant chaque terme de l'équation. Si les projections démographiques ne sont pas démenties par l'apparition d'une maladie radicale ou bien un génocide massif, la population mondiale devrait osciller entre 9 et 10 milliards d'individus, soit une multiplication de 1,3 par rapport à aujourd'hui. Si la croissance mondiale continue bon an mal an à progresser sur les tendances actuelles, alors le PIB mondial devrait être multiplié par 2,2 d'ici 2050. N'oublions pas que si nos économies peuvent s'acclimater d'un taux de croissance modique, d'autres pays ont une progression de développement encore énorme. Si le progrès technologique suit la tendance observée entre 1990 et 2018 et permet de diminuer de 30% la consommation d'énergie des machines utilisées, en étant optimiste, on peut considérer qu'il nous faudra 2 fois moins d'énergie pour faire un point de croissance. Entre parenthèses, 2 bémols à ce sujet. En admettant que l'on ne bénéficie pas d'une technologie de rupture dans les 30 prochaines années, il est peu probable d'atteindre ce résultat car, tout comme les ressources minières, les meilleurs gisements sont écoulés en premier. Donc les améliorations les plus simples à mettre en œuvre et les moins coûteuses ont déjà été mises en place. Et deuxièmement, il faut toujours réfléchir en termes d'efficacité énergétique globale et non simplement unitaire. On le verra plus tard avec l'effet rebond. C'est-à-dire faire en sorte que les économies réalisées n'entraînent pas une augmentation de l'usage global du produit ou du service.
Donc je rappelle qu'il faut maintenir l'égalité de l'équation et reporter sur le dernier facteur les baisses qui n'ont pu être faites ailleurs. Soit faire en sorte de diviser par 4,5 l'intensité carbone de nos économies, qui pour rappel fonctionnent encore à plus de 80% avec des ressources fossiles. Regardons donc où nous en sommes à ce niveau-là. Diviser par 4,5 l'intensité carbone, c'est baisser ce facteur de 7,5% par an si l'on veut tenir la limite des 2 degrés de hausse. Et malheureusement, ce graphique nous informe que le taux de baisse est de 1,6% par an en moyenne entre 2000 et 2018. Alors certes, on peut jouer de façon plus agressive sur les autres facteurs, ce qui demandera une baisse plus modérée sur celui-ci, mais tirons un trait une bonne fois pour toutes sur le mensonge qui consiste à faire croire que l'on va vivre dans une société en croissance perpétuelle, avec de plus en plus de pouvoir d'achat nourrissant une consommation de biens non essentiels et non durables. La dure réalité est de prendre conscience que, dans un système contraint et en contraction, la seule option pour que plus de personnes puissent satisfaire leurs besoins de base est d'appauvrir les plus riches afin que ce transfert monétaire ne génère pas une augmentation des émissions. Car on l'a vu précédemment, si tout le monde s'enrichit, tout le monde consomme plus, et donc les émissions s'envolent. Maintenant que nous savons quels sont les facteurs principaux qui jouent sur la baisse ou la hausse des émissions, regardons de plus près d'où proviennent les émissions. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur des données plus récentes, mais le mérite de ce graphique est de mettre en parallèle les émissions de certaines zones du monde et de montrer quel secteur génère le plus de pollution. Petite précision, ici ne sont comptabilisées que les émissions de CO2, dues à la combustion d'énergie fossile, ce qui représente environ 60% des émissions mondiales. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces jolies barres colorées ? Que le premier secteur émetteur est la production d'électricité avec 40% des émissions pour la moyenne mondiale. Le second secteur est le secteur des transports, puis en troisième position, la fabrication des objets et la construction. Ceci étant, il y a des disparités entre régions et on comprend que la Chine, étant l'atelier du monde, voit les 2 premiers secteurs surdéveloppés. Une chose intéressante à noter concernant la France est que le secteur de production de l'électricité ne représente que 11% de ses émissions, ce qui place le secteur des transports largement en première position. En effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, la France produit 75% de son électricité avec de l'énergie nucléaire. On peut prêter des défauts à cette énergie, comme le risque d'accident ou bien la gestion des déchets à long terme, mais on ne peut pas passer sous silence le fait que cette énergie soit décarbonée. Il faut donc le dire clairement, le secteur de l'énergie n'est pas le problème principal en France. Comme la production d'électricité est le secteur où les émissions sont les plus importantes, il faut déterminer quelles sont les sources les plus polluantes qui servent à fabriquer de l'électricité. Ce graphique analyse les différentes sources d'énergie utilisées en Europe pour la génération d'électricité. La palme revient au charbon et au fioul avec plus d'1 kg de CO2 équivalent émis pour chaque kilowattheure généré. Vient ensuite l'hydroélectricité par pompage, c'est-à-dire le fait de faire remonter avec une pompe l'eau du bas du barrage pour la remettre dans le réservoir et l'avoir à nouveau à disposition. C'est un procédé utilisé quand il y a un excédent d'électricité qui ne sera pas consommé sur le réseau. Et plutôt que de la gâcher, on s'en sert pour stocker de l'énergie en cas de besoin futur. C'est actuellement la plus grosse source de stockage de l'énergie utilisée. Par contre, vu que l'électricité européenne est encore bien charbonnée, eh bien le bilan de cette première génération se répercute dans le procédé, ce qui fait grimper son empreinte carbone. Pour une station STEP française, le bilan tournerait plutôt aux alentours de 200 grammes par kilowattheure généré. Le gaz, quant à lui, est une énergie 2 fois moins carbonée que le charbon ou le fioul, et cela explique l'amélioration des bilans carbone nationaux ces dernières années pour les pays qui sont passés du charbon au gaz. Reste toutefois que le gaz est 34 fois plus polluant que le nucléaire ou l'éolien, et qu'il serait mensonger de considérer cette énergie comme décarbonée. Le solaire, quant à lui, voit son bilan carbone déprécié par la fabrication du silicium, qui reste un procédé industriel très énergivore. Pour souligner le manque d'information de la population française sur ce sujet, je vous cite les résultats d'un sondage mené en 2017 par EDF. 44% des Français de plus de 18 ans pensent que les centrales nucléaires participent à l'effet de serre. 34% un peu et 16% pas du tout. Soit on considère que, comme l'éolien et le solaire, le nucléaire participe un peu au réchauffement, ce qui n'est pas faux, soit on considère que le solaire et l'éolien ne participent pas au réchauffement, auquel cas on doit aussi dédouaner le nucléaire sur cet aspect-là. En 2018, le chercheur Olivier Vidal publie un livre d'où sont tirées ces données et dans lequel on y trouve un comparatif entre les différents convertisseurs d'énergie électrique par rapport à leurs besoins en matières premières pour leur fabrication.
On y apprend que s'il n'y a pas de réduction de la consommation d'énergie, l'électricité ne pourra fournir 100% de nos besoins à cause d'un manque de cuivre. On y apprend aussi que les infrastructures d'énergie renouvelable sont beaucoup plus gourmandes en matières premières que les infrastructures classiques fonctionnant à l'énergie fossile. D'ailleurs, les infrastructures futures ne sont pas forcément plus économes en matières premières. Car pour le cas de l'éolien offshore, dont je vous disais que le développement va sûrement supplanter l'éolien terrestre, on peut observer que ce modèle récent consomme 2 fois plus d'acier, voire 3 fois plus si l'on inclut le système de stockage. Pour ce chercheur, certaines ressources considérées encore comme abondantes et bon marché vont subir une hausse de demande, ce qui va rendre critique leur approvisionnement. Tous les gros pays importateurs se dotent d'un organisme de surveillance pour analyser les futures tensions sur les marchés des matières premières. Certains se posent même la question d'une relocalisation de sites miniers quand la matière est à disposition dans le sol du pays. La hausse des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation étant contrebalancée par un moindre risque de rupture d'approvisionnement. L'accessibilité aux matières premières stratégiques risque donc d'être un frein au développement des énergies renouvelables. Elle va mettre à rude épreuve l'environnement avec la multiplication des sites miniers. Comme le rappelle Guillaume Pitron dans son livre La guerre des métaux rares, nous extrayons du sol l'équivalent de plus de 500 tours Eiffel par jour. Et avec la croissance de la consommation des métaux de toutes sortes, nous allons devoir extraire d'ici 2050 plus que la totalité de ce qui a déjà été extrait depuis les débuts de l'humanité. Aussi, Olivier Vidal nous met en garde sur le manque de matières premières et l'impact que pourrait avoir cette exploitation démesurée sur l'environnement. Même s'il semble difficile de ne pas augmenter les émissions dans un premier temps, afin d'extraire les matières premières nécessaires à la transition énergétique, il faut dès maintenant développer à toute vitesse le secteur du recyclage qui nous permettra de limiter le plus l'extraction future. Regardons plus précisément à travers ce graphique les différentes productions européennes d'électricité. Chaque nuage de couleur représente un pays et chaque point constituant le nuage est une heure de production sur l'année 2018. Plus le nuage s'élève et plus l'électricité produite est carbonée. Plus le nuage s'étire vers la droite et plus le pays produit en quantité de l'électricité. On voit déjà que le nuage gris le plus haut est la Pologne, qui mobilise à 80% du charbon pour fabriquer son électricité. Les deux nuages les plus bas sur la gauche sont la Norvège en rose et la Suède en turquoise. Toutes deux bénéficient d'une ressource hydroélectrique abondante. La Norvège se reposant à plus de 95% sur les barrages, alors que la Suède va utiliser le nucléaire de façon abondante en parallèle. Quoi qu'il en soit, les populations peu nombreuses de ces pays permettent une production peu conséquente, contrairement aux deux géants que sont l'Allemagne en orange et la France en rouge. Si les deux nuages s'étendent sur une largeur équivalente, ce qui démontre le fait que ces deux pays produisent énormément d'électricité, on note une grosse différence en termes d'empreinte carbone moyenne. La France, grâce au nucléaire, est le seul pays de la zone à allier un gros volume de production et faibles émissions, fournissant une électricité 7,5 fois moins carbonée que l'Allemagne. Attardons-nous un peu sur le cas allemand, qui est souvent cité comme exemple dans les médias. Ce pays a massivement investi dans les énergies renouvelables et depuis les années 2000, il a pris la décision de fermer progressivement toutes ses centrales nucléaires jusqu'à une sortie totale en 2022. Nous pouvons constater sur ce graphique que depuis 2002, effectivement, la part du nucléaire, marquée par la couleur rouge, diminue, et particulièrement après la catastrophe de Fukushima en 2011, où le pays ferme 8 centrales d'un coup sous pression de l'opinion publique. En 2002, le charbon représente la majorité du combustible fossile utilisé. La lignite est un charbon de moindre qualité qui doit être brûlé en grosse quantité pour obtenir l'équivalence énergétique du charbon classique. La lignite est indiquée par le rectangle marron clair au-dessus du nucléaire, et le rectangle marron foncé lui représente le charbon classique. Le gaz, quant à lui, représenté par la couleur saumon, est d'importance équivalente au charbon classique. La puissance installée en génération électrique renouvelable va progresser continuellement. On observe qu'en 2002, elle n'est produite quasiment que par de l'éolien terrestre, puis va se diversifier avec l'éolien offshore et le solaire. L'électricité renouvelable va donc passer, tenez-vous bien, du 10e à la moitié de la capacité de production électrique allemande en moins de 20 ans. Restons maintenant sur l'année 2018 et regardons ce que la moitié du parc électrique fournit comme électricité aux consommateurs.
Si l'énergie renouvelable représente bien la moitié des capacités de production, on remarque qu'au final, elle ne représente environ que 25% de l'énergie consommée si l'on se cantonne à l'éolien et au solaire. Ceci pour la bonne raison que les infrastructures ne fonctionnent pas à plein temps. Le flux solaire et le vent restent des phénomènes intermittents qui limitent le fonctionnement des convertisseurs électriques. C'est pourquoi on est obligé de surdimensionner le parc afin de compenser un fonctionnement plus faible. En France, par exemple, pour l'année 2018, le facteur de charge de l'éolien a été de 21% et celui du solaire de 14%. Cela veut dire que l'ensemble des sites de captage solaire ont fourni 14% de la puissance installée sur l'année. Il est donc indispensable pour l'Allemagne de se reposer encore sur une production pilotable que l'on peut contrôler à la demande pour fournir la quantité d'électricité nécessaire à la consommation des usagers. Malheureusement pour elle, l'énergie pilotable qu'elle utilise le plus est le charbon, car c'est l'énergie fossile dont elle dispose le plus sur son sol. Les énergies renouvelables, elles, sont venues en grande partie compenser la diminution de l'énergie nucléaire et non stopper l'utilisation du charbon. En 2018, le secteur de l'énergie est toujours responsable de près de 34% des émissions totales du pays, comme en 2000, alors que la part des énergies renouvelables est passée de 6,6% à 35% de l'électricité produite. Penchons-nous maintenant sur le premier secteur émetteur en France qui est le transport. Ce secteur est à l'origine de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France pour l'année 2018, selon le rapport Secten du CITEPA. C'est assez intéressant d'ailleurs de constater que tout le monde remet en question la façon de produire de l'énergie, mais très peu l'utilisation des véhicules motorisés, pourtant responsables de 3 fois plus d'émissions sur le territoire français. En 2017, les véhicules particuliers occasionnent la moitié des émissions. Cela devrait donc être la cible première des politiques publiques si l'on veut lutter sérieusement contre le réchauffement climatique. Pour autant, on constate que rien de sérieux n'est entrepris à ce sujet car, en 2019, 38% des véhicules vendus sont des SUV, des véhicules plus lourds et plus polluants que les véhicules standards. D'ailleurs, si la croissance de ces ventes continue de la sorte jusqu'en 2040, cela annulera l'impact positif des ventes de véhicules électriques. À noter aussi que le transport maritime et aérien ne prend pas en compte les trajets à l'international, mais seulement les liaisons au sein du territoire. Le transport international n'est comptabilisé dans aucun inventaire national, faute d'accord pour déterminer qui doit endosser les émissions, le pays de départ et celui d'arrivée se rejetant la faute l'un l'autre. Avant la crise du Covid, le transport aérien international était responsable de 2 à 3% des émissions. Le futur des déplacements est envisagé par un développement massif des transports électriques. Faisons donc un comparatif entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. L'avantage du véhicule électrique réside dans le fait qu'il n'émet pas de pollution directe lors de son utilisation. Par contre, il faut considérer le type d'énergie utilisée pour la production de l'électricité qui va alimenter la batterie. Pour une voiture française rechargée avec une électricité hautement décarbonée, le gain par rapport à un véhicule thermique est substantiel, puisque ses émissions vont être de 2 tonnes contre 18 pour 150 000 km parcourus. Par contre, le véhicule électrique a un bilan de fabrication plus mauvais que le véhicule thermique, car la fabrication de la batterie va impacter très négativement son empreinte carbone. Aussi, il faut avant tout réserver l'achat de véhicules électriques dans des cas où l'on va utiliser énormément le véhicule afin de compenser son coût écologique de fabrication. La cible parfaite étant les transports en commun, les taxis et les VTC. Le pire cas étant un particulier qui se déplace seul pour faire de courts trajets et qui renouvelle son véhicule tous les 4 ans. N'oublions pas que remplacer la totalité du parc actuel par des véhicules électriques augmenterait significativement la demande en électricité et en matières premières, ce qui ne manquerait pas de créer des tensions sur ces marchés avec une hausse des prix et des ruptures d'approvisionnement. Il n'est pas évident de savoir quel moyen de transport pollue le plus, mais une bonne indication reste que plus le véhicule est utilisé au maximum de sa capacité de remplissage sur un temps de vie long, moins il va émettre. Toutefois, il est vrai que certains transports sont plus polluants que d'autres. Mais par exemple, on ne se doute généralement pas que faire 1 km en avion pour un trajet Paris-Dakar avec 250 personnes va polluer autant que de prendre sa voiture seule pour effectuer une distance équivalente. Le taux d'occupation du transport est donc déterminant. On le voit avec le bus. S'il est peu chargé, il va émettre 3 fois plus qu'en condition de remplissage optimal. Développer des transports en commun sur des lignes peu fréquentées n'est donc pas forcément une bonne solution alors que le covoiturage, lui, il est toujours. Sans grande surprise, le transport ferroviaire est le grand gagnant du palmarès, car transportant beaucoup de personnes et se déplaçant à l'électricité. Alors que l'on sait que la voiture pollue et qu'il faut développer des modes de déplacement doux, on peut voir la grosse difficulté qu'il y a à passer de la parole aux actes.
En 2015, l'INSEE publie une étude sur les types de transports utilisés selon la distance parcourue et révèle que 58% des Français utilisent la voiture pour faire un trajet de moins de 1 km. Cela en dit long sur l'état de nos sociétés dont l'accès à une énergie abondante et peu chère a totalement conditionné les individus à fournir le moins d'efforts possible pour les actions du quotidien. Sur ces très courtes distances, la marche à pied reste le déplacement non carboné principal et décroît logiquement au fur et à mesure que la distance s'allonge. Il est important de se rappeler d'ailleurs qu'avant l'arrivée de la voiture, les villes s'étendaient sur une distance relativement faible, car il fallait que les zones soient accessibles à la marche ou à vélo. L'étendue de plus en plus grande des mégalopoles rend très difficile le remplacement total de la voiture par le vélo ou la marche. Cela pose la question bien sûr d'une dépopulation des grandes agglomérations pour revenir à des centres urbains de moyenne envergure, et limiter au mieux les impacts liés au déplacement. L'INSEE nous dit aussi que la distance médiane des trajets domicile-travail est de 8 km, soit une distance qu'on pourrait parcourir sans grande difficulté à vélo. Avant d'avancer plus loin, il nous faut évoquer la problématique de l'effet rebond. Cette thèse, appelée aussi paradoxe de Jevons, tire son nom d'un économiste anglais du XIXe siècle qui a remarqué que la meilleure performance des moteurs engendrait certes une réduction de consommation de charbon par chaque unité, mais paradoxalement a rendu ces moteurs plus performants et donc plus utilisés. Cet accroissement du nombre de machines a contrebalancé les économies réalisées par chaque unité et a même fait croître la consommation globale de charbon au lieu de la réduire. Dans le transport automobile, on peut observer un effet rebond bien connu qui est l'éloignement de la distance domicile-travail, menant donc à une augmentation de la consommation de carburant. Les facteurs contribuant à cette hausse sont l'élévation du revenu moyen couplée à une relative stabilité des prix du carburant, l'amélioration technologique des véhicules, des infrastructures routières plus nombreuses, l'augmentation de la vitesse moyenne sur les routes, difficilement remise en question, on le voit de nos jours, la hausse des loyers dans les logements en centre-ville et le désir de la vie en maison pavillonnaire individuelle. On peut noter aussi que l'efficacité énergétique dans le secteur de l'automobile, à part lors des 2 chocs pétroliers, n'a pas visé à réduire la consommation de carburant des véhicules, mais plutôt à améliorer d'autres caractéristiques. En comparant les 2 modèles phares de Citroën, que sont la 2 chevaux de 1946 et l'équivalent actuel en 2018 qui est la C3, on observe que leur consommation de carburant pour 100 km est identique. Les développements techniques ont permis de conserver la même consommation mais au profit d'une plus grande puissance moteur et d'un doublement du poids du véhicule. La voiture reste porteuse d'un imaginaire d'émancipation lié à la liberté de déplacement et aussi un marqueur social qui hiérarchise les individus au sein de la société en faisant de la grosse voiture très puissante une marque de réussite sociale. Laurent Castagnède nous dit dans son livre Hervor que si nous ne prenons pas garde, le futur véhicule populaire sera un SUV électrique de plus de 2 tonnes avec un moteur de 200 chevaux, embarquant une batterie de 500 kg permettant d'effectuer des trajets de 800 km. Tout ça pour qu'une seule personne à son bord parcourt 8 km pour se rendre à son travail à une vitesse moyenne de 30 km/h. Le secteur résidentiel tertiaire regroupe quant à lui énormément d'activités mesurées, qui vont de la consommation de tabac dans les logements privés à la climatisation des bureaux. On sait que ce secteur est responsable de 20 à 30% des émissions selon que l'on prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre ou bien juste le CO2. En 2017, le poste chauffage représente 83% des émissions de CO2 du résidentiel si l'on se focalise sur la combustion des énergies fossiles. Le chauffage de l'eau et la cuisson des aliments sont largement moins émissifs que ce poste. Si vous devez donc agir sur un poste en priorité chez vous, c'est donc bien l'isolation de votre logement et la température du thermostat. Si l'on exclut les logements fonctionnant à l'électricité, 63% des logements français sont raccordés au gaz. 30% des logements mobilisant une énergie fossile fonctionnent encore au fioul, 2 fois plus polluant que le gaz, rappelons-le. L'interdiction de cette source d'énergie permettrait de baisser substantiellement les émissions du secteur. On estime le nombre de logements en France à 36 millions, et une étude de l'ADEME en 2017 nous renseigne que la majorité de ce parc immobilier possède une étiquette de performance énergétique entre E et D. Les 2 couleurs distinguent 2 études portées à 4 ans d'intervalle, et l'étude la plus récente de 2012 aggrave le diagnostic en portant à la hausse le nombre de logements avec étiquette E. L'étiquette diagnostic de performance énergétique indique la quantité moyenne d'énergie utilisée pour le logement sur une année. Plus elle est proche de A, plus la consommation sera faible. On voit d'ailleurs que les bâtiments basse consommation et bâtiments à énergie positive ne sont même pas présents sur le graphique précédent, tellement leur nombre est réduit. Petite information technique pour comprendre ce tableau. Le kWh énergie primaire, marqué ici EP,
indique la quantité d'énergie mobilisée non seulement lors de la consommation, mais aussi lors de la production et du transport. 1 kWh est donc égal à 2,58 kWh énergie primaire. La construction de logements neufs équivaut à 1% du parc actuel. Et plutôt que de remplacer du bâti ancien, ces nouveaux logements s'additionnent au parc existant. Il est donc impératif de rénover les logements peu efficaces d'un point de vue thermique pour limiter au mieux notre consommation d'énergie. L'objectif de la stratégie nationale bas carbone votée par l'État français porte à 500 000 rénovations lourdes par an. Mais entre 2014 et 2016, seulement 87 000 rénovations ont permis un saut de 2 étiquettes, faisant passer un logement E à une étiquette C. L'objectif est donc largement raté, et il va falloir considérer des moyens plus radicaux si l'on veut avoir un impact plus marqué sur ce chantier. Je vous renvoie aux préconisations qu'a mis en avant la Convention citoyenne sur le climat sur le sujet, en envisageant d'obliger les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation énergétique d'ici à 2040. Un autre fait préoccupant, lui aussi, est un basculement de plus en plus de l'électricité vers le gaz. Vous savez maintenant que le gaz est 34 fois plus émissif en carbone que le nucléaire ou l'éolien. Le fait de basculer vers le gaz quand on était chauffé au fioul est donc positif. Par contre, quand on était chauffé à l'électricité, cela l'est beaucoup moins. Depuis 2010, donc, de plus en plus de logements en habitat collectif utilisent le gaz au profit de l'électricité. Et pareillement avec les maisons depuis 2014. Notons qu'une évolution possible serait le passage du gaz fossile au biogaz. Du méthane d'origine renouvelable, issu de sources telles que la fermentation des déchets agricoles, alimentaires ou bien des boues d'épuration. Même si le biogaz reste encore très marginal, il est appelé à jouer un très grand rôle dans la transition énergétique. L'efficacité énergétique a été très forte dans le secteur de l'habitat. Une amélioration des matériaux et techniques de construction provoque une baisse moyenne de 55% de la consommation d'énergie par logement et par an. En même temps, la surface des logements augmente entre 1970 et 2013. Et le nombre d'occupants diminue. Cela fait augmenter sur cette période la surface à chauffer par personne de 174%. On se retrouve donc au final avec une efficacité énergétique réelle de seulement 4%. Ici aussi, l'effet rebond est clair. Les économies apportées par l'innovation technique sont largement atténuées par un mode de vie plus énergivore. Je me suis absenté un week-end de chez moi en plein hiver et j'ai regardé la consommation de mon logement pour les services suivants. Mon compteur m'a indiqué une consommation de 4 kWh pour une journée. Cela est facturé par EDF le prix de 93 centimes. S'il avait fallu que ce soit notre cycliste, le fournisseur d'énergie, cela lui aurait pris 64 heures pour générer cette quantité d'électricité. Et au lieu de payer moins d'1 euro, j'aurais payé 650 euros. À ce prix-là, j'aurais réfléchi à 2 fois avant de laisser le chauffage allumé. Je crois que le fond du problème est bien là. L'énergie n'est tout simplement pas assez chère pour qu'on l'économise et que l'on modifie nos comportements afin de réduire nos consommations à l'origine du réchauffement climatique. Si l'on regarde l'évolution du coût de l'énergie dans la consommation annuelle des ménages français, on se rend compte que depuis 1970, ce poste reste proche des 10%. Si on veut vraiment modifier les habitudes prises depuis longtemps, il faut frapper fort sous peine de voir le consommateur s'habituer à l'évolution du prix et négocier des augmentations de salaire pour compenser cette hausse. Rappelons que la hausse du prix de l'essence n'a pas diminué les déplacements alors que son prix a doublé entre 1992 et 2012, passant de 80 centimes à 1,6 € le litre. Bien entendu, toute politique publique visant à réduire les émissions nationales devra aider les ménages les plus fragiles financièrement, car ils supportent une dépense beaucoup plus élevée que la moyenne. Le dernier gros secteur analysé est l'alimentation. Il est responsable du quart des émissions mondiales en 2018. Contrairement à ce que l'on imagine habituellement, le transport et la transformation de la nourriture ne représentent que 18% de ces émissions. 31% des émissions proviennent des cheptels qui libèrent de grosses quantités de méthane lors de la rumination, mais provient aussi de la combustion du fioul des chalutiers partant pêcher du poisson. 27% des émissions sont dues à la culture des céréales destinées à nourrir principalement les humains. On peut citer par exemple comme source de pollution le CO2 provenant des tracteurs et du chauffage des serres, le protoxyde d'azote émis lors de l'épandage des engrais ou bien par les rizières. On considère que la culture du riz génère autant de protoxyde d'azote que 200 centrales à charbon. Une rizière va aussi dégager du méthane, tout comme les barrages, à cause des micro-organismes qui décomposent les matières végétales situées au fond. Le changement d'affectation des terres, lui, est responsable de 24% des émissions. Au sein de cette catégorie, on retrouve la déforestation, dont le défrichage des zones de forêt se fait au profit de nouvelles cultures ou bien d'exploitation de bois, le labour qui remue la terre et relâche dans l'atmosphère le CO2 stocké dans le sol,
la culture sur brûlis qui permet de défricher des zones couvertes, et on peut citer aussi le drainage des tourbières qui sont des lieux humides stockant naturellement du carbone. Mais leur assèchement pour y implanter des habitations, des cultures ou des exploitations de tourbes les transforme en émetteurs nets de carbone. Sachant tout cela, on peut reconsidérer certains achats en pensant au fait que le mode de culture de l'aliment importe plus que son transport. Une viande rouge élevée avec qualité à l'étranger aura moins d'impact négatif sur l'environnement qu'une viande locale élevée en batterie. Le poulet reste la protéine animale avec le meilleur bilan carbone. Mais la protéine végétale, avec la complémentarité céréale plus légumineuse, reste de loin beaucoup moins polluante que la protéine animale. La consommation de produits locaux n'est pertinente que si l'on respecte la saisonnalité des produits et une production agroécologique. Voici un échantillon de quelques aliments répartis selon leur empreinte carbone en CO2 équivalent par kilo de produit. Les bovins et ovins se trouvent en haut du tableau car leur rumination rejette du méthane qui est 25 fois plus polluant que le CO2. Et plus un animal va vivre longtemps et plus il va rejeter de méthane et donc alourdir son bilan carbone. Notons que les bœufs d'élevage français se situent plus aux alentours de 35 kg de CO2 équivalent par kilo de viande mangeable. Si vous voyez circuler le chiffre de 13 kg, c'est que cela se base sur le poids vif de l'animal. Or, seulement 38% de l'animal sera consommé sous forme de viande. Pour autant, n'oublions pas que l'élevage est une pratique ancestrale inscrite dans le maintien d'un écosystème. Plus l'animal sera nourri en pâturage et plus le stockage du carbone au sein de la prairie permettra de compenser son impact. Les données actuelles établissent une compensation d'un tiers à la moitié des émissions pour les animaux nourris en pâturage. En plus d'offrir un bon rempart contre la perte de biodiversité, les zones de pâture se trouvent aux 2 tiers sur des surfaces agricoles non cultivables. Et 86% de leur alimentation n'est pas comestible pour l'homme. N'oublions pas non plus que l'élevage des agneaux ou les veaux est rendu indispensable dès le moment où l'on veut consommer du lait et du fromage. Donc à moins de se reposer sur une alimentation exclusivement végétalienne, on sera obligé d'assumer ce genre de pratique. Traditionnellement, il faut noter que dans la ferme, les animaux apportent les engrais indispensables à la culture végétale, et il est probable que nous devrons nous reposer sur ce type d'intrants une fois que les énergies fossiles seront en forte diminution. Rajoutons un dernier argument pour pimenter le débat entre carnivores et végétaliens. Si l'on ne se base plus sur la masse de l'aliment, mais son apport énergétique, pour mesurer son bilan carbone, alors on peut voir que le bilan des protéines animales est 2 fois moins important, et celui des fruits et légumes, à l'inverse, 2 fois et demi plus important. Notre régime alimentaire doit donc continuer d'être riche et varié, mais il est bien évident que si la suppression totale des protéines animales est plus un acte idéologique que rationnel, il faut envisager pour la plupart des consommateurs occidentaux une réduction drastique de leur consommation. Le dernier secteur que nous allons aborder maintenant est peut-être celui qui porte en lui le plus de promesses. Longtemps perçu comme un moyen pour l'humanité de continuer sa croissance sans fin, tout en se soustrayant à l'économie matérielle, le secteur du numérique a fait naître beaucoup d'espoir. Cependant, l'économie du savoir est tout sauf dématérialisée. Elle repose sur une infrastructure bien réelle dont la croissance progresse de 9% par an. Les utilisateurs d'Internet dans le monde passent de 28% de la population mondiale en 2010 à 49% en 2016. La consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement de ce secteur se répartit pour moitié entre la production des terminaux et l'utilisation des services. Concernant nos smartphones, il faut savoir que le bilan carbone de l'objet n'est pas constitué principalement par les émissions émises lors du chargement de l'appareil, mais plutôt comme pour la voiture électrique par la fabrication de l'objet en lui-même. Il faut en effet beaucoup de matières premières différentes et dures à trouver pour son élaboration et 90% de son bilan carbone sera donc dû à l'énergie dépensée pour extraire, raffiner, assembler ces matières. Malheureusement, les fabricants font tout pour renouveler les modèles fréquemment et le matraquage commercial incite les consommateurs à changer leur mobile tous les 2 ans en moyenne. Le progrès technologique devient un argument de vente et la nouvelle fonctionnalité en vogue permettra à la marque d'emporter plus de parts de marché. Au lieu de développer des produits modulaires facilement réparables, l'économie incite à l'accumulation de biens de plus en plus complexes. Les résolutions d'écran ne cessent de progresser, tout comme la consommation d'énergie. L'effet rebond bat son plein. Les contenus échangés sont de plus en plus lourds et circulent de plus en plus dans le monde. 80% du flux Internet provient de la vidéo et la 5G risque de provoquer une hausse de la consommation d'énergie fulgurante. Ce graphique dévoile la consommation d'énergie par heure de vidéo en streaming. On peut y voir que plus la vidéo est de haute qualité, plus elle consomme de l'énergie. Ce qui est logique, car plus d'informations sont véhiculées. Et le plus énergivore serait de regarder une vidéo en 4K sur son smartphone connecté en 4G.
bien que je reste dubitatif quant à l'intérêt de cet usage d'ailleurs. Nous avons maintenant fait le tour des secteurs les plus emblématiques vis-à-vis desquels nous pouvons avoir une action en tant qu'usagers et consommateurs. Il est plus que jamais indispensable que chacun prenne la mesure des enjeux qui nous font face, le plus dur étant de remettre en question chaque action de sa vie courante. Nous sommes contraints par des tas de choses qui nous empêchent d'agir de façon optimale par rapport à nos idéaux, et souvent de petits actes écologiquement responsables nous dédouanent de gestes plus forts mais aussi plus contraignants. En 2019, le cabinet de conseil Carbone 4 publiait un rapport intitulé « Faire sa part ». Dans ce rapport est mesuré l'impact des gestes écologiques applicables par tout un chacun et sans investissement monétaire. Le rapport rappelle en préambule que l'empreinte écologique d'un Français est d'environ 11 tonnes de CO2 équivalent par an. Et en 2050, si l'on veut atteindre la neutralité carbone, l'empreinte carbone doit atteindre les 2 tonnes par an. Pour avoir une idée de ce que représente ce chiffre, dites-vous que si vous faites un voyage en avion à New York dans l'année, vous épuisez votre budget carbone annuel rien que pour le vol aller-retour. Pour estimer l'impact de ces éco-gestes, Carbone 4 établit une liste de ceux-ci et détermine un profil de Français héroïque, qui arriverait à tous les appliquer sur une année. On voit déjà que le profil de l'écolo actuel, qui trie ses déchets et qui coupe l'eau du robinet quand il se brosse les dents, fait figure de guignol à côté du Français idéalement responsable que l'on imagine avec cette suite d'actions. Donc là, on se dit qu'avec toutes ces actions menées de front, on va observer un gain énorme. Et on découvre le résultat de 2,8 tonnes de CO2 équivalent évité. Aïe. Seulement 25% de baisse de l'empreinte carbone actuelle. La plus grosse baisse s'opérant sur les postes alimentation et mobilité. Bien entendu, si les critères étaient encore plus sévères lors des hypothèses de départ, comme par exemple interdire les trajets en voiture avec moins de 3 personnes à bord, la baisse engendrée au final serait plus importante. Mais le rapport est réaliste et nous invite à considérer que ce portrait imaginaire est une vue de l'esprit et qu'il demeure impossible que toutes ces actions soient appliquées par la totalité de la population en même temps. Il faut donc envisager un comportement réaliste, avec 20% de la population très engagée dans l'application de ces nouveaux comportements, c'est la force motrice indispensable, 60% de personnes à l'attitude variable, un coup oui, un coup non, et les derniers 20% totalement réfractaires à l'effort demandé. Avec ce panel plus crédible, la baisse opérée passe alors de 25% à 10%. Alors, que faire pour atteindre l'objectif ? Le rapport rappelle que si les comportements individuels sont fondamentaux, le changement ne deviendra sérieux que quand le système socioproductif prendra le relais. Les entreprises privées et les administrations publiques seront responsables d'une baisse de 35 à 60% selon les efforts consentis par les individus. Et ajoutons aussi que les particuliers pourront accroître la baisse de leur bilan carbone en investissant dans leur logement ou leurs moyens de transport. Nous voilà presque arrivés au terme de cette longue présentation. Vous comprenez maintenant que le monde d'après, le vrai celui-là, va engager chacun de nous dans un processus de remise en question profonde, car il faut agir sur tous les terrains à la fois. Vous êtes maintenant à même de détecter les opérations de communication qui visent à donner à certains groupes politiques ou commerciaux une image écolo car vous connaissez les ordres de grandeur et les impacts générés par nos modes de vie modernes. On sait que plus on attend pour agir efficacement, plus la crise va être difficile à surmonter pour nos sociétés. Et il faut dès maintenant accepter de revoir radicalement nos modes de vie pour entrer sérieusement et activement dans la transition vers le monde de demain. L'illusion de liberté absolue est un danger car on sait que la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence. Pour autant, le degré de liberté dont nous disposons aujourd'hui est peut-être trop grand pour éviter les impacts négatifs irréversibles sur notre environnement. Il est donc probable que les sociétés de demain soient plus dures quant aux libertés allouées à chacun. On peut envisager des mesures contraignantes imposées aux citoyens comme la limitation de la mobilité, l'obligation de rénovation énergétique de son logement, une limitation des revenus des plus riches, des quotas d'émissions individuelles, une obligation de bilan carbone professionnel, le tout encadré par des subventions et taxes diverses. Reconsidérer la notion de bien public et admettre que certains domaines ne doivent pas dépendre d'un marché monétaire est un des enjeux en cours. Il faudra donc renationaliser des secteurs stratégiques pour permettre une gestion sur le long terme. Je pense au secteur de l'énergie ou bien au secteur comme l'Organisme national des forêts qui depuis quelques années voit son fonctionnement de plus en plus déterminé par la valeur d'exploitation des arbres et non la sauvegarde du patrimoine des forêts françaises. Il faut donner la priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour cela favoriser toutes les énergies bas carbone. Le nucléaire est une énergie qui va nous permettre de mener à bien la transition, mais nous devons investir massivement dans la recherche d'énergie de flux afin de ne pas faire reposer notre avenir uniquement sur ce mode de génération électrique. Tant que les moyens de stockage seront aussi peu développés, les énergies de flux seront toujours dépendantes des énergies fossiles pilotables.
Mais gardons à l'idée que le plus gros gain sera engendré par la réduction de nos consommations. C'est la priorité. C'est quelque chose que l'on peut mettre en place dès maintenant et qui permettra une intégration plus forte des énergies de flux. La question de la mobilisation collective est primordiale. Afin de rendre le processus de transition réaliste, il faut que la majorité des gens adhèrent au projet. On voit bien que toutes ces contraintes et réductions nécessaires font plutôt fuir les gens que de les rendre enthousiastes. Il faut donc arriver à rendre le monde de demain plus enviable que le monde d'aujourd'hui. Faire en sorte qu'une décroissance des émissions et des consommations marchandes puisse aller de pair avec une augmentation des échanges sociaux et du bien-être individuel. Nous avons vu avec la crise du Covid-19 que la mondialisation est un facteur aggravant quant à la diffusion d'une épidémie. Elle a engendré aussi des ruptures d'approvisionnement à cause des chaînes de dépendance entre plusieurs pays. Sans pour autant rompre avec l'idée de commercer avec des pays étrangers, il sera plus vertueux de relocaliser au mieux les économies pour contrôler le mode de fabrication par rapport à un cahier des charges écologiquement responsable. La notion de circuit court devra devenir un critère fondamental afin de constituer des zones de production cohérentes et résilientes qui permettront une meilleure dispersion de la population sur le territoire. Le meilleur moyen d'affronter un monde sous stress énergétique et avec une économie mondiale vacillante reste la solidarité du collectif. Savoir créer des communautés capables d'affronter des chocs de ce type est un autre enjeu de demain. Ne nous leurrons pas. La solidarité est rarement un sentiment extensible à l'infini, et si l'on se sent solidaire de malheurs qui arrivent loin de chez nous, c'est bien souvent pour maintenir une posture de façade qui nous conforte dans notre humanité. Nous ne savons être solidaires réellement que de gens que l'on côtoie de près. L'échelle locale est donc parfaite pour tisser des liens et développer l'entraide et la mutualisation des efforts. Repenser le territoire futur, c'est le circonscrire à des zones moins étendues, réduire le besoin de transport motorisé et favoriser un tissu actif et dense. Il faut protéger des zones de l'intervention humaine, comme le fait déjà l'Allemagne avec la forêt de Bavière. Là-bas, 6 000 hectares sont laissés volontairement en friche afin que la nature puisse y reprendre ses droits et y développer à nouveau une forêt vierge. Malheureusement, les plantations d'arbres remplacent les forêts, masquant avec tristesse la disparition progressive des forêts primaires, le berceau de notre humanité. Questionnons donc le progrès. Devons-nous croire que celui-ci serait linéaire en nous faisant passer de la barbarie d'un âge sauvage à la civilisation immatérielle ? Le mythe du transhumain fleurit et beaucoup en viennent à penser que la migration des individus dans un cyberespace serait un futur plus attrayant que la vie terrestre dans des conditions de tension économique, sociale et sanitaire. Est-ce que le progrès technologique sera notre salut ou notre perte ? Il est bien difficile de répondre catégoriquement à cette question. Est-ce que le progrès, c'est d'utiliser des engins surpuissants pour aller chercher le pain ou bien pour regarder des vidéos de chats ? Est-ce que le progrès ne serait pas de progresser en tant qu'espèce et d'arriver à nous adapter à notre milieu au lieu de s'évertuer à faire l'inverse ? Les gens qui ont bénéficié de temps assigné à résidence aimeraient en disposer de plus. Le modèle de la vie salariale en a pris un coup. Les gens veulent de plus en plus de temps pour eux car ils comprennent bien que le masque social qu'ils portent au travail ne les représente pas entièrement. Ils souhaitent expérimenter autre chose. Avec la déplétion du pétrole, il est fortement probable que les machines seront de moins en moins rentables. On devrait voir plus de gens retourner à des métiers plus manuels, sûrement même combiner plusieurs métiers complémentaires. Pourquoi pas ouvrier agricole une partie de la semaine et employé de bureau le reste du temps ? Le travail sera de plus en plus partagé, comme le montre déjà la décision du patron de l'entreprise informatique LDLC, qui a décidé de passer la durée de travail de ses employés à 32 heures par semaine sans réduction de salaire. Agissons aussi à titre d'exemple. Même si notre impact reste limité en tant que Français dans le bilan carbone mondial, il est de notre devoir de prendre la mesure de notre influence. Nous disposons, comme le diraient les diplomates, d'un soft power important, c'est-à-dire la capacité à donner envie aux autres cultures et pays et leur faire adopter de façon indirecte notre style de vie. Que sera le monde de demain où le synonyme de richesse sera la possession des objets les plus néfastes pour l'environnement ? Nous avons aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis des pays que l'on a exploités, et il serait juste que nous leur permettions en retour l'accès à une vie décente. Je crois que le défi principal est d'aller à l'encontre de ce que nous avons fait tous jusqu'à présent. Faire croître notre confort. Il faudrait au contraire accepter d'avoir un peu plus froid, de partir moins loin et moins vite, de ne pas manger des fraises en hiver, d'habiter en immeuble, toutes ces contraintes qui paraissent réduire notre vie actuelle. Coupons les liaisons avec la vie non soutenable et réapproprions-nous notre vie en prenant conscience de la portée de nos actes. Il faudrait questionner chaque acte sous le triptyque éviter, réduire, réutiliser. Éviter la consommation si le bien ou service est non nécessaire. Vaste débat que de savoir ce qui relève de ce registre pour chacun. Réduire la consommation si l'on ne peut l'éviter. Et réutiliser afin d'étendre au mieux la durée de vie de l'appareil et éviter une consommation de ressources supplémentaires.
Pour cela, le moyen est de privilégier l'économie de la fonctionnalité, qui inscrit les entreprises dans le fait de proposer à leurs usagers la location d'un bien ou d'un service plutôt que la vente de son usage exclusif. Mutualiser les usages est une grande source d'économie. Allons à la piscine municipale plutôt que de construire une piscine privée. Empruntons des livres et autres médias dans les médiathèques, développons l'autopartage, désirons des objets modulables et évolutifs. Le secteur de la réparation et du recyclage est un milieu qui doit exploser en termes d'activité. Certains experts mentionnent le terme de mine urbaine quand ils pensent à tous ces matériaux entreposés qui n'attendent qu'à être valorisés. La somme que l'on pourrait collecter ne suffira jamais à satisfaire la demande future, et c'est sans compter l'impossibilité de recycler des matières agencées de façon trop complexe au sein des produits high-tech. Mais tant qu'on n'aura pas un commerce en bas de chez nous qui donne une seconde vie à nos objets cassés, on préférera en prendre un neuf pour le même prix. Tiens, si l'on commençait aussi à inclure le prix de la casse environnementale dans les produits neufs. Très gros débat que l'établissement d'un prix pour le vivant. En tout cas, valoriser le recyclage en offrant des réductions d'impôts aux personnes qui font réparer plutôt qu'acheter du neuf. Mais si acheter du neuf va permettre d'être plus économe en énergie grâce à la meilleure efficacité énergétique du produit neuf? Eh oui, il est dur de répondre simplement à toutes ces questions, et c'est pourquoi on préfère mettre la poussière sous le tapis. Le problème est que le tapis commence à gondoler sévère, et les politiques vont sûrement pas faire voter des lois qui les mèneraient à l'abattoir. L'avenir reste donc ouvert. Mais plus le temps de l'inaction dure et plus le choc avec le monde de demain sera douloureux. Je finirai donc en citant une phrase de William Arthur Ward. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Ne nous focalisons donc pas sur la probabilité qu'une crise majeure advienne, mais agissons de la sorte à préparer au mieux sa venue. Merci.